Il y a le... T'inquiète. D'accord, t'as compris. Ouais. Bonjour à tous, bienvenue en direct du studio de la place FinTech au Palais Brongniart pour une matinée. Donc on va être ensemble pendant 1 heure pour la présentation en avant-première du World Retail Banking Report de Capgemini. Comme on a fait en sorte que tous les speakers puissent être à 1 mètre d'écart, nous allons donc pouvoir procéder à ce geste devenu désormais traditionnel, bas les masques. Super. L'événement est retransmis en direct depuis... alors vous êtes soit sur Zoom, soit sur YouTube. N'hésitez pas à poser des questions tout au long des interactions et des tables rondes. On les prendra peut-être qu'à la fin, mais voilà, je serai en régie pour voir vos questions. On va s'assurer d'y répondre soit par écrit, soit de pouvoir faire passer les questions en direct aux speakers. Donc n'hésitez pas à vous exprimer. Et puis, sans plus tarder, je laisse la parole à Elias Ganem pour la présentation du rapport. Bonne matinée à tous. Merci Marion. Donc je me unmute pour commencer, c'est ça? Donc merci à vous tous d'être là avec nous aujourd'hui pour parler du World Retail Banking Report. La banque de détail est une banque en pleine transformation. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais vous n'êtes pas allé dans une agence bancaire depuis très longtemps. La question, c'est est-ce que vous allez y aller? Donc, je suis Elias Ganem, je suis en charge de l'intelligence de marché chez Capgemini et je vais vous présenter aujourd'hui les conclusions de ce rapport que nous avons publié il y a quelques temps. Le premier point important, c'est de penser que ce rapport, ça fait quand même 18 ans que nous le faisons. Du coup, il y a une trajectoire et nous construisons au fur et à mesure. Le sujet que nous avons abordé cette année, c'est comment faire que la banque devient sustainable, expérimentale et de service. Donc il faut que la banque puisse m'offre la bonne expérience de façon durable et de façon appréciable à tout le monde. Toutes nos études sont basées sur énormément, et j'insiste sur le mot énormément de primary research, de point de vue tant du consommateur, vous voyez les chiffres ici, tant au niveau mondial, plus de 8000 consommateurs ont été interviewés, plus de 3000 en Europe et au UK et plus de 300 en France. Nous interviewons aussi des patrons de banques, de telle façon qu'on a le point de vue sur ce qui se passe réellement de l'autre côté de l'écran. Et puis, nous avons aussi le point de vue de nos partenaires, à savoir Temenos, Pega et Salesforce, qui nous donnent un peu la réalité d'un point de vue des fournisseurs. Je vais vous présenter aujourd'hui toute l'information, prenant en compte les points de vue au niveau mondial et au niveau de la France pour pouvoir avoir ce parallèle. Si je dois résumer le rapport en 3 mots, les 3 mots sont embrace, embed et harvest, qui en français veut dire prendre en compte, inclure et surtout cultiver. Et donc si je vais reprendre chacun de ces mots, il est essentiel aujourd'hui de prendre en compte la disruption dans laquelle nous vivons et surtout de se préparer à cette nouvelle banque que nous définissons comme la banking 4.x. Et nous allons voir plus tard comment la banque a évolué du banking 1.0 au banking 4.0 et où le Covid nous a fait basculer dans le 4.x, X pour expérience. Aujourd'hui, la finance a disparu. En fait, on ne se rend pas compte, on l'utilise en permanence, elle est là, partout, mais on ne sort plus sa carte, on ne contacte plus, on contacte pas son banquier, tout est automatiquement embedded. Et vous devez entendre énormément le terme embedded finance, qui est lorsque vous prenez un Uber, lorsque vous achetez un repas, lorsque tout ce que vous faites, eh bien, il y a une transaction financière, mais qui est totalement invisible. Et donc, la banque se doit d'être efficace, proche de son client, et aussi invisible et ubiquitous. Et pour arriver à cette situation, il est essentiel de cultiver votre jardin, qui est de cultiver la data dans votre jardin. Et la data, c'est non seulement une data de risque, mais c'est surtout une data de comportement. Qui je suis? Quel est mon foyer? Qu'est-ce que je veux? Quel est le meilleur canal que je veux utiliser pour pouvoir engager avec mon prestataire? Et du coup, donc, embrace la disruption, embed la finance et harvest la data. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La pandémie, qui a duré 1 an et demi, on en est en train d'en sortir,
Et d'ailleurs, c'est fabuleux de se retrouver avec vous en live pour pouvoir en présenter et non pas derrière mon écran. Mais c'est surtout un moment où il faut penser à ce qui s'est passé depuis 1 an et demi et surtout en tirer les conclusions pour après. Et si je pense un peu à ce qu'on a vu, on a commencé à poser la question aux exécutifs en leur disant « Qu'est-ce qui vous perturbe aujourd'hui ?» C'est très intéressant de voir ces quelques points. 60% d'ailleurs des exécutifs français et 66% des exécutifs au niveau mondial nous disent que ce qui les perturbe le plus, c'est les nouveaux acteurs qui entrent en jeu. 43% des Européens et 50% au niveau mondial nous disent c'est un problème de l'économie. Comment va repartir l'économie? Très intéressant. L'espace régulatoire perturbe énormément les Européens ainsi qu'au niveau mondial. Et finalement, la nouvelle évolution technologique est un facteur déterminant pour l'avenir. Et du coup, on se retrouve, et si vous lisez aujourd'hui tous les annual reports de tous les patrons de banques, le sujet des coûts est un sujet très important. Donc les coûts augmentent, l'opération et la rentabilité est under stress parce que les taux sont très bas, parce que les banques sont digitales et parce qu'on a un réseau d'agences qu'il faut occuper et qui aujourd'hui est sous-utilisé. Et du coup, lorsque nous avons posé la question aux exécutifs en Europe, à travers qu'est-ce qui est important pour eux en termes d'optimisation des coûts, 2 sujets sont ressortis. Repenser la dépense IT et restructurer l'opération bancaire. Vous voyez ici les chiffres. Ce que vous voyez à l'intérieur, les 53%, c'est au niveau Europe et UK. Et ce que vous voyez à droite, en 45%, c'est au niveau mondial. Et qu'est-ce qui ressort? Le outsourcing. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout un mauvais terme à dire eh ben, je délocalise mon activité. Pourquoi? Parce qu'on est tous délocalisés. Et un peu plus ou un peu moins, si ça nous permet de réduire les coûts, c'est une occasion fabuleuse pour réduire les coûts, tout en offrant toujours le même niveau de service. Quand on arrive à restructurer, eh bien, le corollaire de l'outsourcing revient l'optimisation des forces de travail. Aujourd'hui, les banques ont énormément de personnel, qui est très bien, et ce personnel doit être utilisé ou évolué ou préparé pour le nouveau métier de la banque, qui est la banking 4.x. Et ça nous amène à nous dire qu'il est temps que la banque de détail, eh bien, fasse le saut et qu'elle soit totalement digitale et totalement multi-channel pour pouvoir accompagner les attentes du consommateur. Ce qui est intéressant, on a demandé aux patrons des banques, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Et clairement, il y a une réflexion très compliquée. Et toutes les banques sont en train de faire leur plan stratégique pour les 5 prochaines années. Et très intéressant de constater que 48% des exécutifs au niveau européen ont du mal à se positionner par rapport aux nouveaux acteurs. 43%, eh bien, elles ont du mal à accompagner le changement du comportement du consommateur. Et vous voyez les chiffres qui vont avec. Et du coup, lorsqu'on regarde les attentes du consommateur et on les compare aux priorités des banques, très intéressant, là nous avons pris l'information au niveau de la France, au niveau de l'Europe plus UK et au niveau du monde. Et clairement, intéressant, les 77% des consommateurs attendent leur banque sur la omnichannel experience, une expérience sans couture, que ce soit physique ou online. Et aujourd'hui, hélas, lorsque moi je contacte ma banque au téléphone, puis par mobile, par l'app, puis le site, puis quand je parle où je vais dans l'agence, et ben en fait ce n'est pas la même expérience. Et donc il y a un décalage entre mes attentes en tant que consommateur français, européen ou mondial, et où en sont les banques aujourd'hui. 53% des banquiers définissent que le Omnichannel Experience est leur priorité. Et donc, il y a clairement un décalage entre ces deux mondes. Et si vous voyez la liste, elle continue avec un sacré décalage entre mes attentes en tant que consommateur et les priorités des banques. Donc, les banques qui regardent à gauche et qui se disent « nous avons des problèmes de projection », eh bien, ces problèmes de projection sont confirmés par ce que nous dit le consommateur de l'autre côté. Et du coup, si on pense un peu à la banque de l'avenir, eh bien, la banque de l'avenir se doit d'être résiliente, puisqu'en fait, nous sortons d'une grande crise et probablement elle ne sera pas la dernière. Et puis, surtout, la banque traditionnelle doit être relevant, doit être utile au consommateur, et pour que le consommateur ne se détourne pas et n'aille pas vers d'autres fournisseurs. Et en fait, on parle tous de ce moment, l'avant
et l'actuel. On n'ose même pas parler d'après, parce qu'on est complètement dedans, mais on passe d'une attente d'une banque très silotée, où eh bien, les parcours ne sont pas alignés, où l'approche est beaucoup plus produit, où toute la data ne sert qu'à gérer le risque, le profil de risque, et puis où la relation passe par l'agence, etc. Et puis où la concurrence était relativement localisée. Eh bien, on arrive maintenant à une situation beaucoup plus compliquée avec un écosystème où on est attendu sur une expérience multicanal et multisecteur sans aucun problème. Je ne veux pas rentrer mon information à chaque fois. Si je fais une carte de crédit, si je prends un prêt, si je gère ma retraite, si je veux éduquer mes enfants. Aujourd'hui, dans une banque traditionnelle, on me demande à chaque fois de rentrer mon information, alors que l'information, je l'ai rentrée, et je vous attends pour me faciliter la chose, d'autant plus qu'on est dans un monde de open banking et de open API, et prendre l'information en face, avec mon accord, est quelque chose qui devient de plus en plus commun, et que les nouvelles banques digitales font très bien. Et du coup, aujourd'hui, voilà ce qu'on est attendu, et c'est ce que nous appelons la Banking 4.x. Du coup, essayons de réfléchir un peu à ce qui s'est passé dans la banque sur les dernières années. On a commencé par la banque traditionnelle, ce qu'on appelle la banque 1.0, où la banque fait tout. La banque produit, distribue, et c'est notre seul point de référence où j'obtiens tout ce que je veux. Et puis a eu lieu la crise de 2008 où on est passé dans un monde beaucoup plus restrictif, beaucoup plus compliant. Et là, on est passé dans la banque 2.0, qui est une banque basée sur un niveau de KYC beaucoup plus renforcé, pour la protection de tout le monde, mais surtout aussi avec la complexité de faire ce KYC en permanence, Know Your Customer, ou toutes les datas que nous mettons online. Et puis, on est rentré dans la banque 3.0 qui a été menée par le régulateur qui s'appelle le Open Banking, PSD2, etc., qui ont créé un concept beaucoup plus ouvert où la banque, avec l'accord du consommateur, partage l'information du consommateur avec des tiers de confiance pour pouvoir avoir une meilleure expérience. Et la Banking 3.0 est une excellente opportunité de partage. Certains des banquiers l'ont vu comme un risque, très peu l'ont vu comme une opportunité. De l'autre côté, la plupart des banques digitales l'ont vu comme une superbe opportunité. Forcément, elles ont un déficit de data et elles ont pu utiliser la data pour mieux travailler avec le client. Et du coup, lors de notre dernier rapport, nous avions lancé ce concept de dire, pendant que la banque s'est arrêtée à la banque 3.0, le monde a évolué et la banque a suivi vers le banking 4.0 que nous avions appelé OpenX. Open pour une approche beaucoup plus ouverte, X pour offrir l'expérience. OpenX. Et ce OpenX est basé sur 4 changements de mentalité que vous voyez sur l'écran. Premièrement, les banquiers vendent des produits, le consommateur veut acheter une expérience. By the way, les Amazon de ce monde ne vendent pas de produits, ils vendent une expérience. Les Netflix de ce monde, elles vendent une expérience aussi. D'un autre côté, la banque traditionnelle, sa force de frappe, c'est son histoire, c'est son réseau, c'est ses conseillers, c'est la présence à chaque coin de rue. Il se trouve que, eh bien, de par ce qui s'est passé récemment, nous n'allons plus dans la rue pour voir la banque de détail, pour parler avec le consommateur, alors que nous attendons la banque sur la personnalisation, la data. Et donc passer d'une relation basée sur les assets à une relation basée sur la data est essentiel. Et du coup, comment la banque réagit ? Au lieu de tout faire elle-même, au lieu de faire un ownership de toute l'expérience, eh bien, il faut utiliser l'écosystème, donc dans un partage de connaissances, et puis utiliser les meilleurs acteurs. Et puis, au lieu de le faire dans un build and buy, le faire dans un modèle beaucoup plus de partenariat. Et du coup, on pensait que la banking 4.0 allait durer, et puis qu'on allait tous s'y mettre, et le OpenX, et en fait, on s'est tous retrouvés chez nous. Et on s'est retrouvés chez nous pour très longtemps. Et pendant 1 an et demi, eh bien, on n'a rencontré personne. Et du coup, la banque a évolué vers un concept qu'on appelle Banking 4.x, qui est la somme de plusieurs éléments d'évolution. Premièrement, assurer la croissance. Et assurer la croissance dans une approche beaucoup plus éthique et beaucoup plus durable. Donc le sustainable growth est essentiel. D'un autre côté, assurer que l'expérience client est bonne. Et donc pour cela, avoir les bonnes plateformes. Et c'est ce que le rapprochement entre ces deux, entre la plateforme et le sustainable growth, c'est ce qu'on appelle le embedded banking. Et là, j'ai un petit problème, merci. Et si je continue,
Tout ça est basé sur un point essentiel, que le client obtienne ce qu'il veut, la customer centricity. Et alors, pour avoir la customer centricity, le seul moyen, c'est d'écouter ce que le consommateur nous dit à travers la data. S'il y a quelqu'un qui peut savoir mon comportement, le comportement de mon foyer, mes revenus, mes dépenses, ma future crise de nerfs ou ma future crise cardiaque, c'est bien mon banquier, puisqu'il a mon salaire, il a mes dépenses, il a les dépenses de mon foyer, et donc il est censé pouvoir m'accompagner là-dessus dans la meilleure expérience client. Et du coup, le troisième élément, c'est offrir la bonne expérience. Cette expérience sans couture, cette expérience fantastique où je ne rentre pas mon information à plusieurs fois, où j'ai une continuité dans l'expérience et où surtout quelqu'un est là pour m'accompagner. Et donc, la Banking 4.x, c'est cette banque qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus expérientielle et qui est beaucoup plus basée sur une information personnalisée. Et le moyen de faire ça, c'est ce concept de banking as a service. Tout banquier que vous croisez, même jusque dans l'agence, vous parlera du banking as a service. La question, c'est est-ce que vous le faites? Et ce qui est très agréable à lire, c'est que lorsque nous avons rencontré les exécutifs à travers le monde, en Europe et à travers le monde, et bien aujourd'hui, 45% des Européens et 38% au niveau mondial et 13%, etc. Donc plus de la moitié des banquiers réfléchissent, travaillent, ont mis en action le banking as a service, que ce soit in-house ou que ce soit à travers des partenariats. Le problème du in-house, c'est le go-to-market, c'est la rapidité, c'est je contrôle le processus, qui est fabuleux, mais est-ce que j'ai les bons talents? Est-ce que j'ai les bonnes plateformes? Est-ce que j'ai la bonne possibilité de croître par rapport à le faire à l'extérieur, où j'ai moins de contrôle, mais beaucoup plus de liberté d'action et d'évolution, et je peux pick and choose ce que je peux garder ou pas. Or, la moitié n'y sont pas encore. Et donc, si 1 sur 2 y est déjà, très bien, eh bien, 1 sur 2 n'y est pas encore. Et du coup, il y a une énorme opportunité pour le faire de mieux en mieux. Et le faire de mieux en mieux, c'est collaborer. Et collaborer dans les deux sens. C'est prendre des services des autres. Et là, vous voyez où la banque peut être un provider, un fournisseur à des tiers, mais aussi peut profiter. Mais ce qui est important, c'est de rentrer dans un écosystème ouvert où le banquier offre des services à des tiers, le KYC, le réglementaire, le reporting sont des métiers fabuleux que la banque sait faire. La question, c'est est-ce que la banque est encore la mieux préparée pour le last mile, pour le contact avec le client? Il y a des générations pour qui c'est encore la bonne banque. Pour d'autres générations, mes enfants ne sont jamais allés dans une agence bancaire. Je pense qu'ils ne savent même pas ce que c'est une agence bancaire. Et si ce n'est que c'est un commerçant qui est entre les deux autres commerçants. Mais ils ne rentreront jamais. Est-ce que la banque ira les voir? Est-ce que la banque pourra avoir un share of mind par rapport à des Revolut ou à des N26? La question est là. Et ce qui est intéressant, c'est que plus de 65% des exécutifs européens reconnaissent que le bank as a service les aide énormément pour innover, pour créer de nouveaux produits, pour développer de meilleures relations et surtout pour diversifier les revenus en étant prestataire de services à des tiers. Ce qui nous amène à nous dire qu'il est essentiel de faire des partenariats. Et pour faire des partenariats, nous avons contacté tous les consommateurs en leur disant « Dites-nous avec quel partenaire vous voudriez que votre banque travaille ». Vous voyez la liste ici. Nous avons demandé les big tech, les retailers, le voyage, etc. Vous voyez toute la liste. Et en fait, on a posé la question tant au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau du monde, et on leur a demandé selon 4 critères. Est-ce que pour les comptes, votre compte courant, votre compte carte, vos paiements, les paiements alternatifs, et finalement d'un point de vue aussi lending et prêt. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les consommateurs comptent sur vous, les banquiers, pour leur compte courant et pour un ticket grand de financement. Mais aujourd'hui, tout ce qui est carte et paiement, le quotidien, eh bien, elles vous demandent, que ce soit au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau du monde, de collaborer de plus en plus avec un écosystème de plus en plus ouvert. Ce qui nous amène à nous dire, parfait, collaborer, on le sait, mais collaborer comment? Et en fait, c'est la grande question qu'aujourd'hui les banquiers réfléchissent beaucoup et ont du mal à trouver la réponse. Et en fait, on pense que la réponse, c'est surtout n'utiliser pas le passé. Évoluer vers moderniser votre core banking. Utilisez
un core banking qui a été fabuleusement bien créé dans les années 80 pour supporter la croissance de 80 à 2020 est essentiel, mais de 2020 vers 2050, votre core banking n'est pas adapté. Et donc, il est essentiel de moderniser votre core banking de façon très importante. Moderniser, utiliser un autre, mais n'utilisez pas le même core banking pour mettre dessus des plateformes de digital parce que votre core banking n'est pas fait pour. Pour cela, évoluer vers le cloud. Essentiel. Tout le monde en parle, peu le font. Évoluer vers le cloud de façon beaucoup plus intense au niveau du middle et du back-office. Vous l'avez tous fait au niveau de front, fabuleux. L'expérience est superbe, la devanture est superbe, l'arrière-boutique l'est moins. Et du coup, cloud, mid and back-office est essentiel. Et pourquoi ? Pour pouvoir lancer vos API. Tout le monde en parle. Chacune des grandes banques de la place a son API Store. Il est beau, mais il est vide. Il est beau, mais il est inefficace. Il est beau, mais il ne se développe pas. Et puis, il est très siloté. Donc, développez votre cloud pour pouvoir y mettre vos API en interne. Et une fois que vous avez fait ça, contactez les API externes et enrichissez votre expérience client. Pourquoi ? Pour pouvoir offrir une banque expérimentale avec une approche omnichannel. Et donc, cette recette qui paraît simple, en fait, c'est beaucoup de travail et beaucoup de complexité. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde l'évolution de la banque, et que nous avons fait notre étude au niveau mondial en disant les évolutions du « je fais tout » à « je décentralise tout ». Et là, vous voyez l'évolution de l'infrastructure as a service, la plateforme as a service, le software as a service et finalement le business process as a service. Vous voyez ici, nous avons pris en compte le ownership pour la banque, le contrôle pour la banque et la valeur ajoutée pour la banque. Et vous voyez clairement que plus on arrive à du business processes, c'est sûr que je ne contrôle plus le process, mais l'avantage, c'est que j'ai une valeur ajoutée pour moi et pour mes consommateurs qui est colossale. Et d'ailleurs, à moindre coût, parce que j'ai une possibilité de payer as I go. Et donc, il est essentiel de pouvoir utiliser vos API, tant en interne qu'en externe, pour moderniser vos systèmes, pour partager la data. Quelle horreur de devoir compléter à chaque fois ma data, chaque fois que je parle à un département de la banque. Mais aussi pour pouvoir utiliser la data pour interagir avec le monde extérieur. Rien de plus important. La data de New Oil est essentielle. Ce qui est important pour nous, c'est la banque as a service a aussi besoin d'être beaucoup plus ouverte. Nous rentrons dans une phase qui va être très compliquée parce qu'il y aura l'inclusion financière qui est essentielle. Eh bien, la banque as a service vous permet de réduire le coût de production. Et si vous réduisez le coût de production, eh bien, vous pouvez atteindre plus de population. Et dans ce cas, vous pouvez aussi avoir une relation data-centrique pour pouvoir mieux comprendre le consommateur et non pas me demander ma fiche de paye, mais à travers de la data alternative, savoir quel profil de risque je représente. Et finalement, eh bien, amener la banque au consommateur au lieu d'amener le consommateur à la banque. Et pour cela, pour nous, ce qui est important, c'est que la Banking 4.x est une banque qui permet de hyper personnaliser la relation, mais surtout de rajouter des valeurs ajoutées. Cette embedded finance veut dire que la banque devient un agent d'amélioration de l'expérience client à travers toute la chaîne de valeur. Et du coup, pour pouvoir faire ça, il faut se donner les outils pour le faire et il faut pouvoir évoluer vers une banking 4.x dans une approche beaucoup plus customer friendly et beaucoup plus de comprendre le client. Et ce qui est intéressant, seulement 20% des banquiers européens mettent en place des structures pour comprendre le consommateur. Et me donner un happy face à la fin n'est pas m'écouter. Et ce n'est pas assez pour savoir exactement ce que j'attends de vous. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir avoir une banque beaucoup plus intégrée, beaucoup plus disponible 24 heures sur 24 et beaucoup plus intelligente pour pouvoir mieux accompagner les attentes du consommateur. Et du coup, si une attente très intéressante et un point d'attaque que nous avons relevé, c'est que tout le monde nous dit « je ne veux pas partager mon information ». Et en fait, c'est faux. Le consommateur français, européen, mondial est prêt à partager son information. C'est peut-être shocking, mais c'est essentiel. 82% des Français, 85% des Européens et UK et 86% des consommateurs au niveau mondial sont prêts à partager leur information. Bien sûr, on ne la partage pas avec qui n'importe quand, mais on la partage avec son banquier. On est prêt, on considère son banquier comme son partenaire de confiance. On veut la partager
à condition que le banquier la protège, ce qu'il sait très bien faire, mais à condition que j'obtienne de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, le consommateur a l'impression que c'est un one-way. Je donne, mais je ne reçois pas. Alors que quand je bascule dans un monde digital, je donne et je reçois ce qui va avec. Et ce qui nous amène à réfléchir à l'importance de la data et comment je peux pouvoir engager le consommateur de façon beaucoup plus interactive et utiliser cette data pour pouvoir le faire. Et il faut toujours penser à la data de deux côtés. Gérer la data, analyser la data pour pouvoir offrir du contenu personnalisé, pour pouvoir offrir des produits au bon moment. J'ai un enfant, il a 18 ans, il veut voyager. Est-ce que la banque est la première à le savoir? Probablement pas. J'ai un enfant qui étudie à l'étranger, j'ai un taux de change. Est-ce que la banque m'offre le meilleur taux par rapport aux acteurs beaucoup plus innovants que la place connaît actuellement? Et du coup, est-ce que mon pricing est aussi personnalisé pour que je puisse obtenir le meilleur service? Pour cela, l'agence a un rôle essentiel à jouer. L'agence n'est plus un endroit où je vais déposer mon chèque, où je vais déposer mes pièces jaunes. L'agence est un endroit où, et beaucoup de banques ont commencé à le faire, est un lieu de rencontre, est un lieu d'éducation, est un lieu de connaissance, est un lieu d'apprentissage. Eh bien, vos agences de demain ne sont plus des agences avec un guichet, ce sont des agences avec un salon, avec un coworking. Alors le coût est différent, mais l'interaction est différente et la valeur ajoutée est aussi différente. Et du coup, si j'arrive un peu à la conclusion, ce qui est essentiel, c'est d'avoir une meilleure expérience digitale de bout en bout. Et pour y arriver, cette expérience qui est basée sur la technologie, eh bien, va vous permettre d'obtenir cette fameuse Banking 4.x. Et pour conclure, il y a une trajectoire. Il est essentiel de pouvoir vous positionner dans le court terme et dans le long terme, avec des capacités en interne, mais surtout dans un écosystème ouvert. Et dans cette présentation que je vous fais, qui est un résumé du rapport, eh bien, il y a 4 moments essentiels. Premièrement, immédiatement, construire les fondations digitales. La deuxième étape, penser innovation inclusive, essentielle. Troisième étape, devenez une banque expérimentale, expérientielle d'un point de vue plateforme. Enrichissez votre expérience avec de la plateforme. Et finalement, devenez une banque inventive. Et tout ça m'amène à conclure en vous disant les 3 mots-clés de notre présentation, c'est adopter la Banking 4.x, c'est incluez votre banque partout, embed votre banque, et finalement, cultiver votre jardin avec la data et pouvoir accompagner le consommateur au quotidien. J'ai essayé de vous résumer un rapport dense en quelques minutes. Je compte sur vous pour aller sur le site. Je compte sur vous aussi pour lever vos questions et je serai ravi d'y répondre tout à l'heure avec vous. Je vais laisser la parole maintenant aux experts, à des gens qui savent de quoi ils parlent, et je vais inviter Valérie et Laurent pour nous parler de la banque d'un point de vue du banquier. À vous. Allô. On enlève les masques. On enlève les masques. Bonjour Laurent, bonjour merci Valérie d'être avec nous. Oui. Laurent, en tant que directeur de l'Open Innovation chez BNP Paribas, tu vas nous partager ton avis et ton regard d'expert sur ce sujet passionnant qui est l'évolution de la banque et la plateformisation. Tout d'abord, j'aimerais te demander comment tu définis une économie de plateforme et quels en sont les grands enjeux pour toi. D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité ce matin. Alors, l'économie de plateforme, finalement, pour en parler très simplement, c'est l'économie de plateforme, c'est les services que vous consommez aujourd'hui tous les jours, que ce soit sur Doctolib, que ce soit sur Airbnb, et toutes ces plateformes qui ont finalement cette capacité à agréger un grand nombre de producteurs, de fournisseurs, à s'adresser à un grand nombre de communautés de consommateurs et d'agréger tout ça dans une expérience client unique où, comme Elias le citait, il n'est pas nécessaire de ressaisir un grand nombre de fois ces informations à son propos. Et cette capacité à intégrer finalement dans une expérience unique cette multitude d'offres basées sur une très bonne connaissance du client, sur justement une très bonne utilisation de la data, c'est ce qui va caractériser finalement l'économie de plateforme, avec derrière quelques mécanismes qu'on retrouve dans toutes ces
grandes plateformes, quel que soit l'écosystème qu'elle adresse, qui sont cette multitude je dirais, de fournisseurs et aussi un effet de réseau. Plus il y a demande qui va attirer une plus grande offre, et une plus grande offre va évidemment attirer une plus grande demande. Ces plateformes sont assises sur un socle technologique sur lequel on reviendra peut-être dans quelques instants, qui sont évidemment le cloud, les API et la data et l'intelligence artificielle. Et cette économie de plateforme, elle a pénétré tous les secteurs de l'économie, et aujourd'hui, elle atteint évidemment depuis maintenant un petit moment l'industrie de la banque et de l'assurance. Et l'enjeu qui a été aussi évoqué par Elias, c'est quel rôle la banque et l'assurance va pouvoir jouer dans cette économie de plateforme. Parce que derrière chaque plateforme, il y a des flux financiers, il y a du paiement, il y a du crédit, et c'est évidemment ce que tu as évoqué avant, cette capacité finalement à être partout pour la banque et l'assurance, où finalement le client va consommer de façon directe ou indirecte de la finance. Alors, puisque tu évoques la banque, Laurent, on vient de le voir avec la présentation du rapport par Elias, les banques, à la fois en Europe et dans le monde, semblent encore peu avancées finalement dans cette plateformisation et cette économie de plateforme. Selon toi, du coup, quelles sont les opportunités à saisir, d'une part, et quels sont peut-être les freins rencontrés qui pourraient expliquer cette difficulté à avancer ? Alors, effectivement, comme je viens de le dire, la vague de plateformisation atteint les derniers secteurs, j'ai envie de dire, qui n'ont pas été touchés par ce phénomène vraiment profond. Je crois qu'aujourd'hui, les banques, et c'est le cas de BNP Paribas, a complètement pris, je dirais, la mesure du phénomène. Les opportunités, elles sont nombreuses. On n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de les résumer de façon très simple. Elles sont déjà très nombreuses par rapport à ce qu'on peut faire as the plateforme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut intégrer comme service en amont ou en aval de notre offre purement financière pour pouvoir satisfaire le client et lui apporter plus de valeur. Alors, vous avez dans la table ronde suivante un très bon exemple. C'est ce qu'on a fait, nous, avec OneUp pour les clients SME. C'est cette capacité, finalement, à intégrer dans notre espace client du business financial management, des services, et à apporter plus de services pour cette client. Donc la banque as a plateforme chez BNP Paribas pour les clients SME, c'est déjà une réalité. Alors évidemment, c'est un début. Donc le deuxième sujet a été évoqué par Elias, c'est l'embedded finance, c'est la capacité à être intégré partout où nos clients vont consommer d'autres biens, d'autres services, mais vont avoir besoin de crédit, de paiement, de préconso, etc. Et donc c'est le as a service, ou moi je préfère le embedded finance, parce que quand on parle d'embedded, c'est la capacité pour la banque d'être totalement intégrée dans un parcours client de façon seamless, sans couture. Donc ça va au-delà de mettre à disposition des API. Alors on le fait aujourd'hui déjà de façon extrêmement importante. Si vous prenez un métier comme le Consumer Finance avec BNP Personal Finance, aujourd'hui on est parfaitement embedded chez nos partenaires, que ce soit chez Apple, que ce soit chez Ikea ou autres. On est déjà très très avancé dans cette réflexion. Et puis enfin, l'autre sujet qui est un peu plus un sujet à moyen terme, c'est le beyond banking. C'est notre capacité en fait à offrir d'autres services que la banque. Les freins, je crois qu'aujourd'hui on est en train de l'élever, c'est le cloud, c'est les API et c'est aussi la capacité à offrir une expérience client unique. Merci Laurent. Tu nous parles de parcours client, d'expérience client. J'aurais envie de te demander quels sont selon toi les univers de besoins les plus porteurs d'avenir pour la banque dans ce domaine ? Alors ils sont très nombreux. Je crois qu'on a aujourd'hui on a en cible quelques écosystèmes. Je crois que la TPE, la CME, clairement c'est un enjeu extrêmement fort. C'est un marché qu'on peut mieux servir
à la fois as a plateforme, mais aussi as a service, d'être là où les PME vont consommer de la finance. Ça peut être dans un software, un ERP, ou voilà. Donc c'est d'être mieux présent. Donc ça, c'est un secteur très intéressant. Le secteur de la mobilité, qui est aussi effectivement aujourd'hui est en pleine transformation, sur le plan à la fois technologique, sustainability, etc. Et là, on peut jouer aussi un rôle évidemment absolument clé dans le financement. La santé, le monde des seniors aussi, qui aujourd'hui est un monde qu'on adresse peut-être de façon pas assez efficace, au travers des enjeux évidemment de retraite, de financement et d'épargne. Et du coup, quelle est selon toi la recette du succès pour créer et avancer dans les écosystèmes ? C'est une question difficile. Alors, la recette du succès, je crois qu'effectivement, il y a quelques facteurs clés de succès. Le premier, je crois, c'est la customer centricity, c'est-à-dire qu'il faut vraiment passer d'un marketing de push produit à une expérience client. C'est-à-dire que si on ne vend pas une expérience qui apporte une vraie valeur, et il faut qu'on devienne finalement le coach et le compagnon de confiance de nos clients et créer une expérience, et non pas juste de créer une addition de canaux digitaux pour pousser des produits. Je pense que ça, c'est vraiment la clé. Deuxièmement, c'est d'avoir le socle technologique dont on a parlé tout à l'heure, du cloud, des API, une capacité à collecter la data, à l'analyser et à pousser des offres personnalisées aux clients. Et je dirais que le troisième, c'est d'être un peu en rupture avec ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Et donc, ça veut dire aussi qu'il faut transformer la façon dont on construit ces expériences, ces offres, et c'est adapter des modes plus agiles, de l'agilité at scale, c'est ce qu'on fait chez BNP Paribas, pour pouvoir itérer rapidement, réduire le time to market, faire des essais, tester avec nos clients, améliorer et recommencer. Et donc c'est l'ensemble, je dirais, de cette recette qui va nous permettre de répondre à cet enjeu. Enfin, pour finir, j'aimerais te demander quels sont, selon toi, les acteurs inspirants du moment que tu aimerais évoquer. Alors, il y a plein d'acteurs inspirants. Alors, je vais faire un peu de chauvinisme. Il y a un acteur, moi, qui m'inspire beaucoup, qui est pas un acteur bancaire, c'est Miracle. D'abord, c'est une belle licorne française, c'est une belle entreprise qui, aujourd'hui, s'est fournie, en fait, finalement, c'est l'enabler des marketplaces et des plateformes. Et donc, ça, c'est un acteur que je trouve très intéressant. Et dans le domaine bancaire, je citerai juste Starling Bank, qui a su créer une marketplace autour de son offre avec des acteurs, avec des différents producteurs dans le domaine de l'épargne, dans le domaine de l'assurance. Eh bien, merci Laurent, merci de ton regard d'expert et merci de ton regard inspirant sur ce beau sujet. Merci beaucoup Valérie. Et j'accueille maintenant Nicolas pour la table ronde. Je vous invite à enlever les masques aussi. Donc, bonjour à tous, je suis Nicolas Croquet, en charge du retail banking chez Capgemini. Pour cette table ronde, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Juliette Nigrelli. Bonjour. Juliette est directrice de l'innovation pour la Fédération du Crédit Agricole. Cyril Simbler est responsable de la practice services financiers pour l'Europe chez Salesforce. Et Jean-Louis Simoneau, qui est CEO de OneUp. Il nous dira 2 mots sur OneUp tout à l'heure. Pour commencer cette table ronde, je vais reprendre un petit peu les propos d'Elias. Les attentes clients ont changé, les usages ont changé. Et aujourd'hui, on sent de plus en plus de pression de la part des fintech, de la part des géants du web, sur tout ce qui est expérience client. Et dans ce contexte, on peut se demander légitimement quel est l'avenir des banques traditionnelles par rapport à cette concurrence exacerbée. Je vais demander à Juliette, on va commencer avec vous. Pour le Crédit Agricole, c'est quoi en fait le futur de la banque ? Alors au Crédit Agricole, notre modèle et notre conviction, notre ADN, c'est d'être une banque universelle de proximité, c'est-à-dire de servir
tous les clients, particuliers, professionnels, entreprises, collectivités, partout où ils sont, sur tous les territoires. Et notre ambition, c'est d'offrir un service qui soit 100% humain et 100% digital. Donc nous ne croyons pas que le digital peut supplanter l'humain. Nous pensons que le digital va s'ajouter à l'humain pour offrir une expérience client interruptible et interopérable. C'est un complément et pas une substitution. C'est cela. Jean-Louis Simoneau, chez OneUp, donc vous êtes le représentant des FinTech, on va dire, quelque part. Dites-nous 2 mots sur OneUp et puis quelle est votre vision pour la banque traditionnelle dans le futur ? Merci. Tout d'abord, quand j'écoute le rapport et le banking 4.x auquel on a participé, bien sûr, mais je suis très impressionné par toute cette volonté d'intelligent engagement des clients. On l'a répété et c'est pour ça que moi j'ai une grande confiance dans le fait que toutes les grandes banques à réseau en France ou dans le monde d'ailleurs, en particulier en France, ont un grand avenir parce qu'elles ont la capacité avec leurs clients d'innover, de développer, d'être intelligents, d'aller au-delà des contraintes que Elias a rappelées tout à l'heure et de faire des choses en grand au travers de l'innovation et de leurs équipes. Alors nous, OneUp, on intervient particulièrement sur des solutions avec OneUp Business Assistant pour aider justement les grandes banques à améliorer la gestion de leurs clients pro et SMEs. Et ça, elles en ont la capacité d'une façon quotidienne parce qu'elles les connaissent, leurs clients. Maintenant, il faut que les outils aillent jusqu'à la gestion de leurs clients pro PME. Et c'est ce que OneUp Business Assistant apporte. Nous, on dit qu'on fusionne le banking et le business au travers et dans le portail de la banque, du client de la banque. Et le fait d'avoir dans son portail bancaire les outils de gestion, alors à la fois de gestion du quotidien de sa banque et de son entreprise, mais aussi les outils prévisionnels de cash flow forecast, de trésorerie prévisionnelle, lui donne, toujours dans son portail bancaire, les capacités de se gérer, de se développer. Et alors, d'autant plus dans ces périodes un peu troubles où la gestion du cash prévisionnel est l'enjeu majeur pour toutes ces petites et moyennes entreprises. Donc vous êtes un partenaire des banques et surtout pas un concurrent. Exactement. Cyril Simbler, je me tourne vers vous. Vous, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, les banques traditionnelles, qu'est-ce qu'elles doivent faire? C'est quoi leur futur? Alors moi je pense que les banques traditionnelles ont encore beaucoup d'avenir en France et beaucoup d'avenir en Europe. Et je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que déjà les banques ont compris, elles ont compris en France mais aussi en Europe, qu'il fallait arrêter de digitaliser le passé, mais qu'il fallait essayer de penser à l'avenir. Et de penser à l'avenir, qu'est-ce que c'est? Moi je vois ça de quatre points importants. Le premier, c'est le pivot de la relation bancaire, ça reste le conseiller, ça reste l'humain. Mais c'est un humain augmenté qui va pouvoir apporter un conseil précieux pour son client, qu'il soit particulier ou professionnel. Deuxièmement, je pense qu'il y a toujours un sujet d'apporter la bonne réponse et de comprendre le besoin du client. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on regarde aujourd'hui, par exemple, quand on fait des enquêtes auprès de nous, de nos clients bancaires en Europe, on s'aperçoit qu'en moyenne, 100% des actes de vente sur une année est réalisé avec moins de 30% des clients. On a modélisé un petit peu cette économie. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si on répondait mieux aux besoins des clients et que les banques puissent faire, 100% des actes de vente, mais avec 35% de leur portefeuille. On a estimé ça sur 3 pays, à un PNB additionnel à peu près d'1,5 milliard d'euros. Donc c'est quand même assez colossal, et c'est quand même quelque chose qui me paraît assez important. Un autre point aujourd'hui, qui me paraît important et nécessaire dans l'avenir des banques traditionnelles, c'est le principe d'écosystème. Donc on va voir qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une guerre entre fintech et banque, entre banque et banque, mais plutôt d'un affrontement, que je pourrais dire amical, une compétition entre écosystème et écosystème. Et je pense qu'aujourd'hui, on va voir ça un peu plus tard, j'imagine, mais que la clé du succès
va résider dans la stratégie qu'on va pouvoir apporter aujourd'hui en 1, apportant de la valeur aux clients, et 2, en pouvant proposer des écosystèmes qui soient le plus performants possible. Donc omnicanal. Parfait. On a parlé des plateformes, de l'essor des plateformes dans le milieu bancaire. On voit ces plateformes sous différentes formes, avec des rôles qui peuvent être différents pour la banque, tantôt producteur, tantôt distributeur, agrégateur. Et puis on voit que les modèles de type marketplace se développent enfin sur le secteur bancaire. Aujourd'hui, dans ce contexte, on peut se demander, bon, les plateformes, finalement, quel est leur intérêt? C'est intéressant pour qui? Jean-Louis Simoneau, je me tourne vers vous. Merci. Alors je pense que c'est intéressant, une plateforme, à la fois, et ça doit être intéressant, à la fois pour le client et pour le banquier. On n'est jamais aussi bien servi que quand on a un propre intérêt à servir ses clients. Et n'oublions pas le client qui est au centre de la relation. Absolument, c'est le client-centric et l'engagement. Et on croit beaucoup chez OneUp justement à cet engagement client. Ça veut dire quel est le ROI finalement, si on prend un terme un petit peu ancien mais qui parle à tout le monde, quel est le ROI pour le client, quel est le ROI pour la banque? Pour les clients, notamment, alors ceux qu'on adresse nous particulièrement chez OneUp, qui sont les pros et les PME, son ROI c'est déjà un gain de temps. On a fait des statistiques, bien sûr, on a fait des études de marché importantes, comme CAP l'a fait également, et on voit que des systèmes embedded de gestion à l'intérieur du compte bancaire fait gagner au minimum 30% du temps de l'entrepreneur. Ce qui est énorme pour lui, parce que ce temps-là, c'est son temps qu'il prend le dimanche, le samedi, le soir, sur son temps propre. Mais c'est aussi la capacité d'avoir accès à des produits ou services bancaires qu'il n'aurait pas autrement. Si la banque connaît mieux la situation de son client au quotidien, en temps réel, au jour le jour, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va être capable d'entretenir et d'entrer dans une relation commerciale de proximité digitale, bien sûr, avec son client, et de lui proposer un certain nombre de facilités ou de produits auxquels il n'aurait pas eu accès autrement. Et ça change complètement la vision de la relation entre la banque et le client. Ça, c'est pour le client. Un mot sur la banque. La banque, qu'est-ce qu'elle cherche? Générer du PNB. C'est sa vocation, hein, c'est du PNB additionnel. Et pour y arriver, c'est vendre des services on l'appelle le cross-sell dans nos jargons, mais avoir des opportunités de vente sur des produits complémentaires, que ce soit du découvert, mais de l'affacturage, de l'assurance, puisque la banque, elle va connaître la data de son client, traiter d'une façon intelligente, qui va lui permettre de proposer en temps réel des produits adaptés à son client dans une relation qui devient une relation privilégiée digitale. Donc c'est gagnant-gagnant, quoi. On facilite la vie de nos clients, on leur donne accès plus facilement à des services et la banque va générer du PNB. C'est ça, Nicolas. Ouais. Cyril Simbler, alors les plateformes, on fonce, on en a peur, on fait quoi? J'adore ce sujet. Pour moi, il y a 3 options qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Il y a les banques qui développent, et ça a très bien été dit tout à l'heure par Elias dans la restitution sur le World Report. Il y a ce qu'on appelle Bank as a Service. Bank as a Service, qu'est-ce que c'est de manière très claire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques vont développer des API best of breed, des services, et ces services-là vont se faire agréger par des plateformes tiers. D'accord? Donc je propose, je ne sais pas moi, un service top niveau sur le crédit à la consommation. Et ben aujourd'hui, voilà, j'ai une plateforme de crédit à la consommation qui va proposer mon service en tant que banque, mais en compétition avec d'autres services. Et cette plateforme va se rémunérer sous forme d'apporteur d'affaires. Donc de manière très claire, c'est ce qu'on appelle des banques as a service. Il y a ensuite banque as a plateforme. Et j'aime bien ça, banque as a plateforme, parce qu'on le voit, alors ça coûte plus cher, mais c'est, je pense, une partie de l'avenir des plateformes. Qu'est-ce que c'est, banque as a plateforme? C'est-à-dire qu'on va proposer, les banques vont créer une plateforme autour d'un projet client. Alors un exemple simple,
J'achète ma maison. J'achète ma maison, il va y avoir évidemment un crédit immobilier. Donc c'est le produit que va proposer la banque. Mais autour de ça, il y a aussi, Jean-Luc l'a très bien dit, du cross-sell avec l'assurance, avec j'imagine, aussi l'assurance habitation, l'assurance des emprunteurs, enfin un certain nombre de produits qui sont inhérents à une banque et à ses filiales, mais aussi des produits annexes, parce qu'un projet, c'est pas que le crédit, c'est aussi un déménagement, ce sont des travaux, ce sont une estimation pour faire des diagnostics. Et toutes ces services annexes à l'achat d'un bien immobilier par un client autour du crédit, eh ben, la banque va pouvoir proposer ce type de services qui vont se faire agréger par la plateforme qui s'appellera par exemple « J'achète mon bien immobilier ». Voilà. Donc tout ça, c'est Bank as a Platform. Et là, pour le coup, c'est la banque qui agrège des services externes et qui va rémunérer ces fournisseurs, exactement, merci, par une partie des commissions. Voilà. Et le troisième, c'est un modèle hybride dans lequel les banques vont faire les deux. Elles auront des plateformes pour certains projets et elles auront des services, des API qu'elles vont monétiser et qui se feront agréger par des plateformes tiers. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ça l'avenir. Donc si je comprends bien, on est vraiment dans un modèle d'accompagnement par la complémentarité pour prendre un projet, un besoin client, de bout en bout, de l'initiation du projet jusqu'à la remise des clés, par exemple, si on prend l'achat du bien immobilier. Exactement, avec l'ouverture, la possibilité aussi de pouvoir offrir des services qui permettent de signer son crédit immobilier directement chez le notaire. Et aujourd'hui, par exemple, dans certains pays d'Europe, je ne parle pas de science-fiction, mais en Espagne, ça se fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment accélérer sur ce type de choses parce que c'est quand même l'avenir et ça permettra évidemment de pouvoir générer beaucoup plus de PNB pour les institutions financières. C'est très intéressant ce que vous dites, Cyril, parce qu'en fait, on parle de la complémentarité des services, mais aussi de la complémentarité de l'interaction des acteurs au sein du projet. Exactement. Puisque là, on parle du notaire et dans différents domaines, ça peut s'appliquer et d'intégrer en fait l'écosystème, non seulement par le service, mais par la mise en relation, on va dire, des acteurs du projet. Exactement, c'est exactement ça. Parfait. Juliette Nigrelli, donc les plateformes, c'est la course au PNB, c'est vraiment un gain financier qui est attendu derrière ou pas que ? Alors probablement pour un certain nombre d'acteurs et un certain nombre de plateformes, il n'y a pas de doute là-dessus. Au Crédit Agricole, les plateformes, ça peut être éventuellement même autre chose, hein, et ce sont celles qui nous différencient. Ce sont des plateformes qui servent notre projet sociétal d'utilité au territoire, et je voudrais en citer deux. Par exemple, J'aime mon territoire, qui est une plateforme gratuite, ouverte à tous, pas seulement à nos clients, et qui a pour fonction de créer du lien et d'animer les territoires avec des services de partage, des services d'entraide, de donner de la visibilité aux acteurs locaux, des services de petites annonces, des agendas d'événements. Et pour nos sociétaires, des bons plans, de la culture, du sport, des loisirs. Et tout cela, évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec la banque, mais c'est, on va dire, en droite ligne avec nos ambitions sociétales, notre souci d'être utile au développement économique des territoires, à la visibilité des acteurs. Nous avons également une autre plateforme qui s'appelle Tourisme by CA, qui a été extrêmement utile aux acteurs du tourisme qui ont, comme vous le savez, connu une période très difficile, avec des offres gratuites, avec des bons de réduction, avec des bons de fidélité. Ça leur permet justement d'échapper à d'autres plateformes très connues qui leur ponctionnent énormément de leur chiffre d'affaires, etc., etc. Donc des plateformes solidaires, des plateformes utiles au territoire et des plateformes qui sont évidemment inscrites dans notre ADN d'utilité et de proximité. Merci beaucoup Juliette. Donc vous mettez l'accent sur le rôle sociétal de la banque. Cette table ronde avait pour thème quel avenir pour les banques traditionnelles. Alors on a beaucoup parlé d'expérience client, de gains, de BNB, mais n'oublions pas cet aspect sociétal. Et serait-ce peut-être l'élément disruptif ou différenciant en tout cas pour les banques demain ? En tout cas au Crédit Agricole, c'est ce que nous croyons. Parfait.
Petite question supplémentaire. On a des questions qui ont été posées en fait sur le net. Les clients attendent-ils plus de services et sont-ils prêts à payer pour ces services supplémentaires? Quelqu'un veut répondre? Alors nous, en tout cas pour les entreprises et les PME, on est au cœur de cette problématique et tous nos clients se la posent. Et la réponse est oui. Quand le service et la valeur ajoutée est reconnue par le client est prêt à participer. Alors, la hauteur, après, va dépendre des politiques, effectivement, de chaque banque. Mais oui, toute valeur ajoutée reconnue peut être valorisée. Merci Jean-Louis. Une autre question peut-être, Marion? Est-ce que vous voulez compléter sur cette volonté ou cette capacité des clients à payer, Cyril ou Juliette, pour avoir des services supplémentaires? Moi, je partage. Les clients attendent plus de services. Ils sont prêts à payer si ce service leur est réellement utile. Et être réellement utile, c'est leur fait faire des économies, leur fait gagner du temps, leur fait gagner en sécurité, leur fait gagner en rapidité d'exécution. Donc, probablement, par contre, il faut effectivement que l'utilité soit avérée. Cyril, un complément? C'est exactement ça. Je pense qu'on pense tous la même chose. Voilà, les clients ne sont pas prêts à payer une commodité, mais ils sont prêts à payer un service qui va leur apporter une valeur supplémentaire. Donc voilà, il y a une élasticité prix quand on calcule ce genre de choses aujourd'hui sur ce que le client est prêt à payer, qu'il soit un professionnel ou qu'il soit un particulier, qui évidemment va varier. Mais au final, je pense que la réponse est bien évidemment un client. Tout le monde reconnaît que tout travail mérite salaire et à partir du moment où il y a de la valeur, il y a rémunération. Parfait. Merci à tous. Je remercie vivement nos intervenants et je remercie toutes les personnes qui ont écouté en fait cette table ronde. Merci à tous. Elias, tu veux conclure? Merci. Oui, je vais conclure. Merci beaucoup à tous d'être venus parmi nous et surtout merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous invite à aller sur le worldretailbankingreport.com pour voir l'information. Et si je peux me permettre de rajouter à la question qu'on avait eue tout à l'heure, c'est pas forcément au consommateur de payer. Et je vous laisse avec cette réponse. Une très bonne semaine. Au revoir.